Dans un quartier pauvre de la ville, il y avait deux garçons que tout le monde connaissait, Malik et Isaac. Ils n'étaient jamais séparés. Quand on voyait Malik, Isaac n'était jamais loin. Et quand Isaac arrivait quelque part, tout le monde savait que Malik n'allait pas tarder à arriver. Ils allaient à la même école, s'asseyaient toujours ensemble et partageaient souvent le même repas parce que dans leur famille, il n'y avait pas toujours assez pour deux. Depuis petit, ils se faisaient une promesse simple, réussir à l'école et sortir leurs parents de la misère. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais ils croyaient dur comme fer que le baccalauréat serait leur porte de sortie. Pour eux, ce diplôme n'était pas juste un papier, c'était une chance de changer de vie, peut-être la seule. Le jour des résultats arriva enfin. Dès le matin, le quartier était tendu. Les jeunes parlaient peu. Les parents attendaient en silence, chacun faisant semblant d'être calme alors que la peur se lisait sur tous les visages. Devant l'école, une foule s'était rassemblée bien avant l'affichage des listes. On entendait des gens murmurer. Quand deux amis passent le bac ensemble, il y en a toujours un qui réussit et l'autre qui échoue. Ces paroles faisaient peur, surtout à Malik, qui sentait son cœur battre de plus en plus vite. Quand les listes furent enfin affichées, ce fut la panique. Tout le monde se précipita. On entendait des cris, des pleurs, des élèves qui s'asseyaient par terre, la tête entre les mains. Malik cherchait son nom sans respirer. Il passait les lignes rapidement, son doigt tremblait. Puis soudain, il s'arrêta net. Il venait de voir son nom. Il leva la tête et cria de toutes ses forces, « J'ai réussi! J'ai réussi !» Il sauta, pleura, leva les bras vers le ciel en disant « Merci mon Dieu !» Mais presque aussitôt, son sourire se figea. Il se retourna brusquement et chercha Isaac du regard. Isaac était toujours devant le tableau. Il n'avait encore rien. Il lisait, relisait, murmurant presque « Attends, attends !» Les secondes semblaient interminables. Malik avait le cœur serré. Puis soudain, Isaac s'arrêta. Il fixa le tableau, posa sa main sur sa bouche comme s'il n'osait pas y croire, puis cria à son tour « Je viens de voir mon nom. J'ai réussi moi aussi. » Il éclata en larmes. Malik courut vers lui. Les deux amis se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant, riant, se répétant sans cesse « On a réussi tous les deux. » Ce jour-là, aucun n'avait été laissé derrière. La nouvelle arriva vite dans le quartier. Les parents sortirent des maisons en criant « Ils ont réussi! Ils ont réussi !» Les mamans lancèrent du foufou sur leur tête. Les papas jetèrent de la poudre blanche en remerciant Dieu. Le quartier entier vibrait de joie. On applaudissait, on chantait, on disait « Ces garçons vont aller loin !» Ce jour-là, Malik et Isaac se sentaient invincibles. Ils avaient l'impression que la vie venait enfin de leur ouvrir la porte qu'ils attendaient depuis toujours. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que cette réussite vécue ensemble allait bientôt les séparer. Ce jour de fête était aussi le dernier jour où leur chemin allait avancer côte à côte, sans mensonge, sans argent et sans danger. Quelques jours après la fête du baccalauréat, les parents d'Isaac le firent asseoir dans le salon. L'ambiance était sérieuse. Son père le regarda longuement avant de parler, comme s'il annonçait quelque chose de très important. « Ton oncle Abdoulaye, tu le connais, c'est un homme très riche. Il veut que tu partes continuer tes études à Dubaï. » Isaac resta silencieux une seconde. Puis il ouvrit grand les yeux. « Dubaï? Moi ?» Sa mère souriait déjà. Son père hocha la tête. « Oui, là-bas tout est différent. Tu auras une autre vie. » Isaac n'en croyait pas ses oreilles. Dubaï, le luxe, les grandes tours, une vie loin de la galère. Le lendemain matin, il courut chez Malik. Il n'arrivait même pas à garder ça pour lui. « Malik, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. » Malik le regarda inquiet. « Quoi ?» Isaac prit une grande respiration et lâcha. « Dans 2 semaines, je pars à Dubaï. » Il sourit mais son cœur se serra. « Dubaï? Sérieux? » « Oui. Mon oncle m'envoie continuer les études là-bas. » Malik essaya d'être fort. Il prit son ami dans les bras. « Je suis fier de toi, vraiment. » Mais quand Isaac tourna le dos, Malik sentit ses yeux brûler. Il savait que quelque chose venait de changer entre eux. Ce n'était plus juste un voyage, c'était un autre monde. Les jours passèrent vite, trop vite. Puis arriva le jour du départ. Tout le quartier accompagna Isaac. Des conseils, des bénédictions, des n'oublie pas d'où tu viens. Malik resta debout, regardant la voiture s'éloigner.
Il leva la main pour dire au revoir, mais au fond de lui, il sentait un vide étrange. Pour la première fois de sa vie, il rentra seul à la maison. Chez Malik, l'ambiance était différente, beaucoup plus silencieuse. Un soir, il s'assit avec ses parents. Il hésita puis posa la question qui l'arrangeait depuis longtemps. « Papa, maman, vous vous souvenez quand vous disiez que dès que j'aurai le bac, j'irai en France ?» Ses parents se regardèrent. Ils ne répondirent pas tout de suite. Sa mère soupira. « Mon fils, les choses sont compliquées. » Son père baissa les yeux. « La France coûte cher, très cher. On verra plus tard. » Malik comprit immédiatement. Il n'y aurait pas de France. Pas maintenant, peut-être jamais. Les jours suivants, la réalité le frappa de plein fouet. À la maison, il manquait toujours quelque chose. Parfois le riz, parfois l'huile, parfois les deux. Malik voyait sa mère compter l'argent avant d'aller au marché. Il entendait les soupirs, il voyait les sacrifices. Un matin, il se regarda dans le miroir et murmura « Je vais rester ici encore très longtemps ». Pendant qu'Isaac découvrait Dubaï, Malik comprenait qu'il resterait en Afrique. Pendant plusieurs années, pas par choix, mais parce qu'il n'avait pas d'autres options. Il s'inscrivit à l'université publique. Des salles pleines à craquer, la chaleur, la fatigue, les journées interminables. Le soir, il pensait à Isaac, à l'avion, à la promesse d'une autre vie. Et sans le dire à personne, Malik commença à se demander une chose dangereuse. Pourquoi la chance choisit toujours les mêmes? Au début, Isaac donnait souvent des nouvelles. Presque tous les jours, il envoyait des photos, des vidéos, des messages vocaux pleins d'excitation. On le voyait devant de grands immeubles, dans des voitures de luxe, sourire aux lèvres. Il filmait les salles de classe climatisées, propres, calmes, avec peu d'étudiants. On sentait dans sa voix qu'il découvrait un autre monde. Malik regardait tout ça depuis son petit téléphone, assis sur son lit dans une chambre chaude et étroite. Il souriait pour son ami vraiment. Il était content de le voir heureux. Mais au fond de lui, quelque chose le piquait. Pas de la jalousie encore, plutôt une douleur silencieuse. De son côté, la réalité de Malik était dure, très dure. Il entra à l'université publique de la ville. Chaque matin, il se levait à 5 heures, parfois même avant le lever du soleil, juste pour espérer trouver une place assise. Dans certaines salles prévues pour 100 étudiants, ils étaient plus de 400. Ceux qui arrivaient en retard restaient debout pendant des heures. Il faisait chaud, très chaud. L'air manquait. La fatigue aussi s'installait vite. Le soir, quand il rentrait à la maison épuisé, il prenait son téléphone et appelait Isaac. Au début, Isaac répondait toujours. « Oui, ici c'est dur. Je n'arrive même pas à suivre tous les cours. » Isaac essayait de l'encourager mais sans vraiment comprendre. « Tu sais, ici à Dubaï, tout est différent. Les salles sont climatisées. Les profs expliquent bien. On se sent bien. » Malik disait juste « Tant mieux pour toi. » Mais après avoir raccroché, il restait longtemps silencieux, le regard perdu. Il se demandait pourquoi la vie était si généreuse avec certains et si dure avec d'autres. Avec le temps, les messages commencèrent à diminuer. Isaac répondait plus tard, parfois le lendemain, parfois pas du tout. Malik envoyait un message, attendait, regardait son téléphone. Rien. Il se disait qu'Isaac était sûrement occupé, qu'il étudiait, qu'il vivait une nouvelle vie. Une semaine passa sans nouvelles, puis 2. Quand enfin Isaac répondait, les messages étaient devenus courts. Désolé, j'étais occupé. On se parle plus tard. Il n'y avait plus les longues discussions, plus les rires, plus les confidences. Malik sentait que quelque chose s'était brisé doucement, sans bruit. Pas une dispute, pas une colère, juste la distance. Un soir, après une journée particulièrement difficile à l'université, Malik envoya un long message à Isaac. Il parla de la fatigue, du manque d'argent, de la pression, de sa peur d'échouer malgré le bac. Il attendit une réponse longtemps, très longtemps. Le message resta vu sans réponse. Ce soir-là, Malik posa son téléphone à côté de lui et soupira profondément. Il comprit alors une chose douloureuse, il n'avait plus la même vie. Isaac avançait dans un monde lumineux pendant qu'il se battait encore pour survivre. Sans le vouloir, leur chemin commençait à s'éloigner et sans le dire à personne, Malik sentit naître en lui un sentiment nouveau, dangereux qu'il n'avait jamais connu avant, le sentiment d'être resté derrière. Une année passa, une année entière sans miracle dans la vie de Malik. Les mêmes réveils difficiles,
les mêmes longues journées à l'université, les mêmes problèmes d'argent à la maison. Rien ne changeait vraiment. Parfois, il n'y avait même pas assez à manger. Certains soirs, Malik se couchait avec le ventre vide en regardant le plafond, en se demandant quand sa vie allait enfin commencer. Isaac, lui, n'était plus là, pas physiquement, pas dans les messages non plus. Ils ne se parlaient presque plus. Pourtant, Malik le voyait quand même tous les jours sur Internet. Un soir, en faisant défiler son téléphone, Malik tomba sur une photo d'Isaac. Il s'arrêta net. Isaac n'était plus le même. Son teint était devenu plus clair, plus propre, comme si la ville avait lavé toutes les difficultés qu'ils avaient connues ensemble. Il portait un sac Louis Vuitton bien visible. Sur une autre photo, c'était Chanel puis Gucci. Des habits chers, bien ajustés, des montres brillantes, des lunettes de luxe et surtout les voitures, toujours des voitures de luxe, des Mercedes, des Range Rover, parfois même des voitures que Malik ne savait pas nommer. Isaac posait devant, souriant, confiant, comme si cette vie avait toujours été la sienne. Malik regardait ces photos longtemps. Il zoomait, il regardait encore et à chaque fois, il se répétait la même chose pour se rassurer. C'est sûrement moins cher à Dubaï. Mais au fond de lui, quelque chose commençait à lui faire mal. Ce n'était plus seulement de la surprise, c'était une question silencieuse qui revenait sans cesse. Comment c'est possible? Un après-midi, en rentrant de l'université, Malik remarqua une agitation inhabituelle dans le quartier. Des camions entraient et sortaient. Des ouvriers travaillaient sans s'arrêter. Des tas de ciment, des briques, du fer. Il ralentit le pas intrigué. Puis il comprit. Les parents d'Isaac construisaient une maison, pas une petite maison, une grande maison à étages, moderne, solide, luxueuse. Malik resta figé, le sac encore sur l'épaule. Les jours passaient et la maison montait vite, trop vite. Chaque semaine, un nouvel étage, un grand portail en métal, des fenêtres modernes. Les ouvriers disaient eux-mêmes que l'argent ne manquait jamais. Tout le quartier regardait. Les gens murmuraient en se croisant. Comment des parents pauvres peuvent faire construire ça? Ils étaient comme nous pourtant. Et très vite, une information circula clairement dans le quartier. C'est Isaac, c'est lui qui envoie l'argent. C'est Isaac qui fait construire la maison pour ses parents. On disait même, il a dit à ses parents de ne pas s'inquiéter, qu'il s'occupe de tout. Cette phrase frappa Malik comme une gifle. Isaac, leur Isaac, celui avec qui il partageait un seul repas, était maintenant en train de bâtir une maison entière pour ses parents. Une maison que Malik n'osait même pas imaginer pour les siens. Chaque jour, en passant devant le chantier, Malik sentait quelque chose se serrer en lui. Il regardait la maison puis rentrait chez lui dans une maison silencieuse, fatigué où parfois on se demandait ce qu'on allait manger le lendemain. Un soir, ses parents l'appelèrent au salon. Le ton était sérieux. « Malik, tu parles encore avec Isaac ?» »« Non, plus trop. » Son père le regarda longuement puis dit « Tu vois la maison qu'ils construisent? C'est Isaac qui envoie l'argent. Il est devenu riche. C'est ton ami? Tu dois l'appeler. Il peut nous aider. » Malik baissa les yeux. Il n'avait pas envie. Son cœur se serrait rien qu'à l'idée. Il n'avait jamais voulu demander quoi que ce soit à Isaac. Mais ce soir-là, la faim, la fatigue et la pression eurent raison de sa fierté. Dans sa chambre, Malik resta longtemps assis, le téléphone dans la main. Il regarda encore une fois les photos d'Isaac, puis pensa à la maison en construction, au ventre vide de ses parents, aux factures jamais payées. Il inspira profondément et appela. « Allô, c'est qui ?» La voix d'Isaac était froide, distante, presque méfiante. Malik resta silencieux une seconde, blessé, puis répondit. « Sérieusement? Tu ne reconnais même plus ma voix? C'est moi, Malik. Tu n'as même plus mon numéro. » « Ah, Malik, désolé, j'ai supprimé presque tous les contacts de mon téléphone. » Cette phrase fit très mal. Je t'appelais, je t'écrivais, tu voyais mes messages. Et tu ne répondais plus. Isaac soupira comme s'il était fatigué d'expliquer. Ce n'était pas contre toi. Mon oncle est très dur. Il contrôle tout. Même mon téléphone. Malik ne lâcha pas. Isaac, dis-moi la vérité, tout le monde parle de toi. Les habits de luxe, les voitures, la maison que tu fais construire pour tes parents? D'où vient tout cet argent? Un silence lourd s'installa. Puis Isaac répondit enfin clairement. Je travaille pour mon oncle, c'est lui qui m'a amené à Dubaï. Je travaille pour lui.
Voilà pourquoi j'ai autant d'argent. Voilà pourquoi je mène la belle vie. Malik avala sa salive. Donc tout ce que je vois, ce n'est pas un miracle, c'est ton travail. Oui, mais ne te trompe pas, ne regarde pas seulement le luxe. Cette vie n'est pas facile. Ce travail est très dur. Malik s'énerva légèrement. Peut-être, mais le résultat est là. Tes parents mangent bien, ils dorment tranquilles, ils ont une maison, les miens, eux, souffrent encore. Isaac hésita puis parla plus sérieusement. Malik, ce travail n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas une vie normale. Malik sentit sa gorge se serrer puis lâcha tout d'un coup. Isaac, je suis fatigué. Fatigué de voir ma mère se priver pour nous nourrir. Fatigué de voir mon père compter les pièces. Fatigué de cette vie. Isaac tenta de l'arrêter. Tu crois être prêt? Mais tu ne sais pas ce que ça coûte vraiment. Mais Malik continua, la voix tremblante mais déterminée. Je ne te demande pas une vie facile. Je te demande une chance. Je suis prêt à travailler. Je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à tout temps que mes parents sortent de la misère. Ce que je fais, ça m'a changé. Ça m'a endurci. Moi aussi, la pauvreté m'a déjà changé. Un long silence suivit. Malik, une fois que tu entres dans ce monde, tu ne vois plus la vie de la même façon. Moi, je n'ai déjà plus rien à voir. Regarde ma vie, je n'ai rien à perdre. Isaac resta silencieux encore quelques secondes, puis dit, d'une voix plus basse, d'accord, je vais parler à mon oncle, mais écoute-moi bien, ne crois pas que le luxe que tu vois est gratuit. Malik répondit sans hésiter. Tant que je peux sauver ma famille et changer ma vie, je suis prêt. La ligne se coupa. Malik resta assis, le téléphone toujours dans la main. Sans le savoir, Malik venait de choisir un chemin où l'argent ne se gagne jamais sans prix. Quelques jours plus tard, le téléphone de Malik sonna. C'était Isaac. Malik, mon oncle a accepté. Il va t'envoyer l'argent, le billet, le visa, tout. Malik resta silencieux quelques secondes. Il n'arrivait pas à y croire. Oui, prépare-toi. Tu viens à Dubaï. Quand il raccrocha, Malik sentit ses jambes trembler. Il s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Son rêve venait de prendre forme. Il allait partir, quitter la misère, quitter les longues journées de fatigue, quitter cette vie qui lui faisait mal depuis trop longtemps. La nouvelle se répandit vite dans le quartier. Les voisins venaient féliciter ses parents. Certains disaient, Dieu a répondu à vos prières. D'autres disaient, lui aussi, il va réussir comme Isaac. La veille du départ, ses parents l'appelèrent au salon. L'ambiance était calme, presque solennelle. Sa mère lui prit les mains. Mon fils, avant de partir, il faut prier. Ils s'agenouillèrent tous les trois. Son père pria longuement. Il demanda à Dieu de protéger Malik, de l'éloigner du mal, de guider ses pas dans ce pays étranger. Sa mère pleurait doucement. Où que tu ailles, n'oublie jamais Dieu. Avant de se lever, son père ajouta. Travaille dur, gagne ton argent honnêtement. Aide ta famille, c'est pour ça que tu pars. Malik hocha la tête, la gorge serrée. Je ferai tout pour vous. Le lendemain, il monta dans l'avion pour la première fois de sa vie. Quand l'appareil décolla, il regarda par le hublot et murmura. C'est fini la galère. À l'aéroport de Dubaï, tout le choqua, la lumière, les grandes salles brillantes. Il avançait lentement, émerveillé comme dans un film. Puis il aperçut Isaac. Il était élégant. Derrière lui, une Rolls-Royce noire l'attendait. C'est toi qui roules là-dedans. Malik entra dans la voiture avec des yeux d'enfant. Il touchait les sièges, regardait le plafond, n'en revenait pas. À travers la vitre, les immeubles géants défilaient, les lumières, les routes larges, tout semblait irréel. Qui aurait cru? Nous deux ici, dit Malik en riant. La vie peut changer vite, répondit Isaac. Il riait, il se filmait, il parlait du quartier, de l'école, de leurs anciens rêves. Malik se sentait léger, libre, enfin choisi par la chance. Mais au fond, une petite voix essayait de parler, une voix faible, presque étouffée par le bruit du luxe et de l'espoir. Malik ne l'écouta pas. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce rêve qu'il vivait les yeux ouverts n'était que le début d'un cauchemar qu'il n'avait jamais imaginé. La voiture s'arrêta devant une immense villa, des murs hauts, un portail imposant, des lumières partout. Malik descendit lentement, les yeux grands ouverts. Il n'avait jamais vu une maison comme ça, même dans les films.
Il suivit Isaac à l'intérieur, marchant sur un sol brillant, entouré de meubles luxueux, de grands miroirs, de tableaux chers. Son cœur battait fort. Dans le salon, plusieurs jeunes hommes étaient assis, très bien habillés, certains avec des montres brillantes, d'autres regardant leur téléphone. Et soudain, Malik sentit un choc. Il reconnut plusieurs visages, des hommes qu'il voyait souvent sur Instagram. Toujours entourés de luxe, de voitures, de voyages. Avant qu'il ait le temps de parler, un homme entra dans le salon. Grand, bien habillé, le regard ferme. Isaac se leva immédiatement. « Oncle Abdoulaye, voici Malik. » L'homme le regarda de la tête aux pieds puis sourit légèrement. « Bienvenue chez toi Malik. » Ces mots rassurèrent Malik. Il s'inclina presque intimidé. « Merci beaucoup. Merci pour tout. » Abdoulaye fit un signe de la main. « Ne sois pas stressé. Ici tu es à la maison. Isaac va te faire découvrir Dubaï. Tu verras. La vie peut être belle. » Dès le lendemain, tout alla très vite. Isaac emmena Malik faire du shopping. Des boutiques immenses, climatisées, des vendeurs souriants. Malik essayait des vêtements qu'il n'avait vus que sur Internet. Isaac payait sans hésiter. Malik n'osait même pas regarder les prix. Il mangeait dans des restaurants luxueux avec des plats qu'il ne savait même pas prononcer. Parfois, Malik riait tout seul en se disant que si ses parents le voyaient maintenant, ils ne le reconnaîtraient pas. Un jour, Isaac l'emmena faire un tour en hélicoptère. Quand l'appareil décolla, Malik serra le siège, ému aux larmes. Il regardait Dubaï d'en haut, les immeubles, la mer, les routes. Il murmura « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie maintenant. » Il vivait la belle vie. Photos, vidéos, stories, tout semblait parfait. Mais petit à petit, Malik remarqua quelque chose. Isaac avait changé. Il souriait, oui, mais ce n'était plus le même sourire. Il riait mais souvent sans joie. Parfois, au milieu d'un moment de luxe, Isaac devenait silencieux, le regard perdu. Il regardait son téléphone sans vraiment voir l'écran. Il soupirait souvent. Un soir, alors qu'il rentrait à la villa, Malik finit par lui dire « Isaac, je te trouve bizarre, tu n'es plus comme avant. Il y a un problème. » Isaac s'arrêta un instant. « Non, ne t'inquiète pas. » Puis après un silence, il ajouta « Tu sais, cette vie de luxe fatigue parfois. On croit que c'est facile, mais ce n'est pas toujours le cas. » Malik hocha la tête sans insister. Il se dit que c'était normal, qu'une nouvelle vie demandait des sacrifices. Il préféra ne pas poser plus de questions. Mais au fond de lui, un malaise commençait à naître. Car malgré tout l'or, les vêtements chers et les voitures de luxe, Malik sentait que quelque chose n'allait pas. Comme si ce paradis cachait une ombre que personne ne voulait nommer. Et sans le savoir, il venait de poser les pieds dans un monde où le luxe n'était qu'un décor. Et où la vérité, elle restait bien cachée. Ce soir-là, Malik était presque heureux. Il venait de rentrer dans sa chambre après une longue journée de luxe. Il repensait au shopping, au restaurant, au rire. Il se disait que demain enfin, il allait commencer à travailler, gagner son argent, aider ses parents, donner un sens à tout ça. Quand un jeune homme frappa à la porte, Malik se leva rapidement. L'oncle Abdoulaye te demande au salon. Malik inspira profondément, pensa-t-il. Dans le salon, Abdoulaye était assis calmement, élégant, froid. Il regardait Malik comme on regarde un dossier déjà réglé. « Assieds-toi » dit-il. Malik s'assit droit, respectueux. « Isaac m'a parlé de toi » continua Abdoulaye. « Il dit que tu es courageux, que tu veux travailler dur. » Les yeux de Malik brillèrent. « Oui monsieur, je suis prêt. Je suis venu pour ça. Je veux travailler dur, gagner honnêtement l'argent et aider ma famille. » Abdoulaye esquissa un léger sourire. « Très bien, alors je vais être clair. » Il marqua une pause puis lâcha sans émotion. « Ton travail c'est de passer la nuit avec des hommes riches. » Le temps s'arrêta. Malik cligna des yeux. « Pardon. Tu iras avec des hommes. Ils paieront. Tu prendras une part. Moi aussi. » Malik se leva d'un coup, le cœur affolé. « Non, non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a aucune erreur, » répondit Abdoulaye calmement. La voix de Malik tremblait. « Je prie Dieu. Je ne suis pas ce genre d'homme. Je suis venu pour travailler honnêtement. » Abdoulaye le regarda sans cligner des yeux puis répondit d'un ton glacé. « Ici on ne prie pas. Ici on rembourse ou on travaille. » « Rembourser quoi »
demanda Malik, paniqué. Le billet, le visa, les vêtements, la nourriture, le logement, tout ce que j'ai payé pour toi. Malik sentit ses jambes faiblir. Mais je n'ai pas cet argent. Abdoulaye se leva lentement, s'approcha de lui et dit une phrase qui glaça le sang de Malik. Alors, tu travailles ou tu ne pars jamais d'ici. Malik recula, les larmes aux yeux. Vous n'avez pas le droit. Abdoulaye claqua des doigts. 2 hommes apparurent. Ils prirent le téléphone de Malik, puis son passeport. À partir de maintenant, ça m'appartient, dit Abdoulaye. Sans ça, tu ne vas nulle part. Malik monta dans sa chambre en tremblant. Il pleura longtemps. Pas de bruit, juste des larmes. Il comprenait enfin que ce n'était pas une opportunité, c'était un piège. Plus tard dans la nuit, la porte s'ouvrit doucement. Isaac entra. Malik se leva d'un bond. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» cria-t-il. « Pourquoi tu m'as laissé venir ici ?» Isaac ferma la porte derrière lui, les yeux rouges. « Parce que je n'ai pas pu. » « 2 months. » Isaac secoua la tête. « Quand je suis arrivé, moi aussi j'ai refusé. Comme toi. » Malik se fija. « Quoi ?» Il m'a confisqué mon téléphone, mon passeport. Je ne pouvais parler à personne. Je ne pouvais pas partir. La voix d'Isaac tremblait. Il surveille tout, les appels, les messages. Si je dis un mauvais mot, il me punit. Malik murmura, donc quand je t'appelais. Je ne pouvais pas répondre et quand je répondais, je devais faire attention à chaque mot. Malik s'assit sur le lit, brisé. Je croyais venir travailler. Ici, le luxe est une façade. Derrière, il y a la peur. Un silence lourd s'installa. Malik comprit alors une vérité terrible. Isaac n'était pas seulement celui qui l'avait amené ici. Isaac était lui aussi prisonnier, sans téléphone, sans passeport, sans choix. Le rêve venait de mourir et à sa place venait de naître une prison d'Oredon, dont Malik ne voyait pas encore la sortie. Ce matin-là, Malik était assis sur son lit, perdu dans ses pensées. Quand la porte s'ouvrit doucement, Abdoulaye entra accompagné de 2 gardes. Dans sa main, il y avait un téléphone. « Tes parents t'ont appelé » dit-il calmement en tendant l'appareil. « Rappelle-les, dis-leur que tu vas bien. Ça ne sert à rien de les inquiéter. S'ils s'inquiètent, ils ne pourront rien faire pour toi. » Malik hesita. Son cœur battait fort, mais l'idée d'entendre la voix de sa mère était trop forte. Il prit le téléphone et appela. « Allô, maman. » À l'autre bout, la voix tremblante de sa mère répondit. « Mon fils, tu vas bien ?» Malik ferma les yeux. « Oui maman, je vais bien, je travaille dur, ne t'inquiète pas pour moi. » Son père prit le téléphone. « Courage mon fils, travaille. Dieu est avec toi. »« Oui papa, je vous aime. » Le téléphone lui fut repris aussitôt. Abdoulaye sourit légèrement. « Tu vois, tout va bien. » Puis, changeant de ton, il ajouta. « Au fait, je suis désolé si je t'ai brusqué l'autre jour. Je ne voulais pas te forcer. Les débuts sont toujours difficiles. » Malik, encore fragile, hocha la tête. « D'accord. » Abdoulaye s'approcha d'une petite table, prit un verre de jus et le tendit à Malik. « Tiens, on recommence sur de bonnes bases, à notre entente. » Malik regarda le verre. Il hésita. 1 seconde, 2 secondes, puis fatigué, confus, il but. Quelques minutes plus tard, tout se mit à tourner. Le vertige, les jambes molles, la vue floue. Je ne me sens pas bien. Puis le noir. Quand Malik ouvrit les yeux, le silence était lourd. La lumière de la chambre lui faisait mal. Son corps aussi, surtout le bas de son corps. Une douleur profonde, violente qu'il n'avait jamais ressentie. Il tenta de bouger et gémit. Sur la table, juste en face du lit, il y avait 3 grosses enveloppes pleines d'argent. À cet instant, la porte s'ouvrit. Abdoulaye entra, calme comme si de rien n'était. « Ah, tu es enfin réveillé. » La voix de Malik tremblait. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Abdoulaye répondit sans émotion. « Tu as dormi 3 jours. J'ai juste récupéré mon argent. » Malik mit une main sur sa bouche, horrifié. 3 jours. Puis il comprit. Vous m'avez fait passer la nuit avec des hommes pendant que je dormais. Il cria, c'est un crime, je vais porter plainte. Il sortit son téléphone et ajouta glacial. Si tu ouvres la bouche, je publie toutes les vidéos que j'ai filmées. Ton quartier, ton église,
Tes parents. Tout le monde verra et tout le monde dira que tu étais d'accord. Ses mains tremblaient. Vous êtes un démon, murmura-t-il. Non, je suis un homme d'affaires. Il fit signe aux deux gardes. Repose-toi, tu as du travail maintenant. La porte se referma. Il pleurait sans bruit comme quelqu'un qui n'a plus la force de crier. Il pensa à ses parents, à leurs prières, à leur confiance, à leur ignorance. Il se leva, tenta d'ouvrir la porte, fermée. La fenêtre, trop haute. Il regarda autour de lui. Il était seul, sans téléphone, sans passeport, dans une ville qu'il ne connaissait même pas. Mais pour Malik, l'enfer venait de commencer. Après cette nuit-là, Malik disparut du monde. La porte de sa chambre fut fermée à clé. Les rideaux tirés. Le silence total. Le premier jour, il frappa à la porte. Personne ne répondit. Le deuxième jour, sa gorge brûlait déjà. Il n'avait pas bu une seule goutte d'eau. Le troisième jour, ses forces commencèrent à l'abandonner. Il restait allongé sur le sol, incapable de se lever, parlant tout seul à voix basse. « Seigneur, tu sais que je n'ai pas voulu ça. » Ses lèvres étaient sèches, son corps tremblait. Il n'avait même plus de larmes pour pleurer. La mort commençait à lui paraître proche, presque douce, tellement la douleur était forte. Le quatrième jour, alors qu'il était à moitié inconscient, un bruit se fit entendre. La clé tourna, la porte s'ouvrit lentement. C'était Isaac. Dès qu'il vit Malik, il éclata en sanglots. « Malik, oh mon Dieu, regarde-toi. » Isaac s'agenouilla près de lui, la voix cassée. « S'il te plaît, Malik, accepte. Ça me fait trop mal de te voir souffrir comme ça. S'il te plaît. » Malik ouvrit les yeux avec difficulté. Sa voix était presque inaudible. Je n'abandonne pas. Il prit une longue respiration. S'il veut encore me piéger avec un jus, qu'il le fasse. Au moins, Dieu saura que je n'ai jamais voulu ça. Mais moi, je refuse de le faire avec mon consentement. Isaac plairait sans pouvoir s'arrêter. Malik, écoute-moi. Accepte juste pour survivre. Juste ça. Quand tu auras une occasion, tu pourras fuir. Malik ferma les yeux. Fuir où? On ne sait pas encore, mais mourir ici ne va sauver personne. Il marqua une pause puis ajouta, la voix tremblante. Tous ceux que tu vois assis au salon, tous sont passés par là. Moi aussi. On souffre tous, mais on est encore en vie. Un long silence suivit. Puis Malik murmura brisé. D'accord. Isaac posa sa main sur la sienne. Merci. Merci de ne pas mourir ici. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Les gardes entrèrent. Ils aidèrent Malik à se lever. Ses jambes ne tenaient presque plus. On l'amena dans le salon. Une table était dressée. De l'eau, du riz, de la nourriture chaude. Malik se jeta dessus. Il mangeait sans lever la tête comme quelqu'un qui revenait de la mort. Chaque bouchée lui donnait un peu de force mais lui rappelait aussi le prix à payer. Abdoulaye entra alors, calme, élégant, comme si tout était normal. Il observa Malik quelques secondes puis dit froidement. « Tu as pris une sage décision. » Malik leva les yeux vers lui. Il ne répondit pas. À cet instant précis, quelque chose venait de se briser en lui. Pas son corps, pas encore, mais son innocence. Il n'avait pas accepté par choix. Il avait accepté pour survivre et désormais chaque jour serait une attente silencieuse en espérant une seule chose, une occasion de fuir. Le lendemain matin, Malik resta longtemps assis sur son lit, les yeux fixés sur les enveloppes posées sur la table. De grosses enveloppes remplies d'argent. Ses mains tremblaient quand il les ouvrit. Il n'avait jamais vu autant d'argent de toute sa vie. Il pensa immédiatement à ses parents, à la maison vide, au sacrifice. Sans réfléchir plus longtemps, il prit son téléphone, fit le transfert et envoya tout l'argent à sa famille. Quelques minutes plus tard, le téléphone vibra. « Mon fils !» cria sa mère au téléphone. « On a reçu l'argent. Que Dieu te bénisse. » Son père prit la parole à son tour. « Tu travailles bien, Malik ? Continue. Dieu va t'élever. » Malik ferma les yeux. Dans le quartier, la nouvelle se répandit comme un feu. On disait maintenant, même Malik est devenu riche à Dubaï. Des parents parlaient entre eux. Certaines mères disaient à leur fils, « Trouve un moyen de contacter Malik, il peut t'aider. » Personne ne savait. Personne n'imaginait le prix de cet argent. Pendant que le quartier célébrait, Malik, lui, entrait dans la vie qu'il avait juré de ne jamais vivre. Un soir,
Abdoulaye le fit appeler. Prépare-toi, tu vas voir un homme. On le doucha, on le coiffa, on lui mit des vêtements chers. Malik se regarda dans le miroir sans se reconnaître. On le conduisit chez un homme riche dans une chambre immense. Quand la porte se referma, Malik sentit ses jambes faiblir. Il s'assit sur le bord du lit et éclata en sanglots. « Je ne voulais pas être ici », dit-il d'une voix brisée. L'homme le regarda longuement, puis il soupira. « D'accord, je ne vais pas te toucher, on va faire semblant. » Malik leva les yeux, choqué. « Vraiment ? » ?»« Oui, tu peux rester là. » Malik pleura encore. « Merci, merci. » Le lendemain, quand il rentra à la villa, Abdoulaye l'attendait déjà. Son visage était fermé. « Tu m'as fait fuir un client très important, » dit-il froidement. « Tu croyais qu'il allait garder le secret. » Malik tenta de parler mais Abdoulaye le coupa. La porte de la chambre se referma sur lui. Encore. Un jour passa puis 2 puis 3 sans manger, sans boire. Le 4e jour, Isaac entra en cachette, un verre d'eau et un peu de nourriture dans les mains. « Malik, s'il te plaît, fais juste ce qu'on te demande, » murmura-t-il en pleurant. « Sinon, tu vas mourir ici. » Abdoulaye n'a aucune patience. Malik buvait lentement, trop faible pour répondre. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il. « Je sais. Mais reste en vie. » Malik hocha la tête. « D'accord. » Pour se rattraper, Abdoulaye donna un nouvel ordre. « Cette fois, tu iras voir 2 hommes en une seule nuit. » Malik comprit qu'il n'avait plus le choix. Cette nuit-là fut la pire de sa vie. Quand il revint, il ne parla pas. Il ne pleura même plus. Le lendemain matin, 2 nouvelles enveloppes l'attendaient. Abdoulaye lui donna une petite part, garda le reste. « C'est comme ça que ça marche, » dit-il. « Et ça continuera. » Et ça continua. Nuit après nuit, argent après argent, honte après honte. À chaque transfert d'argent, ses parents remerciaient Dieu. À chaque sourire au quartier, Malik mourait un peu plus à l'intérieur. Il avait réussi à sauver sa famille, mais il était en train de se perdre lui-même. Après quelques mois dans cette vie, Malik ne se reconnaissait plus. Sur Internet, il était devenu une autre personne, un influenceur envié, toujours bien habillé, toujours dans des endroits luxueux. Hôtel 5 étoiles, piscine à débordement, restaurant chic. Sur ses photos, il souriait, il brillait, il donnait l'impression d'une réussite parfaite. Dans son quartier au pays, les gens parlaient de lui avec admiration. Malik a réussi. Dubaï l'a changé. Regardez comme il vit bien. Personne ne savait. Dans la vraie vie, chaque soir, Abdoulaye lui donnait une adresse, un hôtel, un appartement, un nom. Malik obeyed. Puis, en rentrant à la villa, il s'enfermait dans sa chambre, tombait à genoux et pleurait. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» murmurait-il. « Tout le monde croit que je vis bien, mais je souffre. Je me vide de l'intérieur. » Il priait longtemps, très longtemps, parfois jusqu'à s'endormir par fatigue, les larmes encore sur le visage. Une nuit, quelque chose changea. Malik Riva. Il se trouvait dans un jardin immense, lumineux, paisible, un endroit qu'il n'avait jamais vu, mais où il se sentait bien. Il n'y avait plus de peur, plus de douleur, juste une paix profonde. Un homme s'approcha de lui. Il était calme, simple, rassurant. « Bonjour Malik, que point. » Malik le regarda étonné. « Pourquoi suis-je ici ?» Il sourit légèrement. « Si tu souffres autant, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour faire tomber toute une organisation qui fait souffrir des hommes. » Malik sentit son cœur battre plus fort. Comment. Demain, Abdoulaye va t'envoyer dans un hôtel luxueux. Tu me rencontreras là-bas. J'ai une mission pour toi. Je te donnerai des instructions. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, le jardin disparut. Malik se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Son cœur battait à toute vitesse. Il resta assis sur son lit tremblant. « Seigneur, » murmura-t-il, « si c'est toi qui m'as envoyé cet homme, aide-moi à comprendre. » Le lendemain, comme si rien n'était un hasard, Abdoulaye l'appela. « Prépare-toi, tu vas à cette adresse. Un nouveau client, il vient d'arriver. Prends bien soin de lui pour le fidéliser. » Le cœur de Malik s'arrêta une seconde. Asterisk Karim. L'hôtel astérisque. La chambre était calme, élégante. Quand la porte s'ouvrit, Malik le vit. C'était le même homme que dans son rêve, exactement le même.
Il le regarda surpris. Bonsoir. Malik parla doucement mais avec assurance. Bonsoir, Karim. Il fronça les sourcils. Comment connaissez-vous mon nom? Je vous ai vu en rêve. J'attends vos instructions. Karim resta silencieux quelques secondes, choqué. Abdoulaye est déjà au courant de l'opération. Non, répondit Malik. Je ne sais rien, mais je sais que vous êtes là pour une raison. Karim comprit alors que quelque chose de plus grand était en train de se jouer. Il s'assit en face de lui. Je ne veux pas de ton corps, dit-il calmement. Je veux des informations sur Abdoulaye, sur les personnes avec qui il travaille, sur ce qui se passe dans cette maison. Malik sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Dites-moi quoi faire. Karim sortit un petit sac discret. Il y a ici de petites caméras et des micros. Tu devras les cacher dans la maison, dans les pièces importantes, sans te faire repérer. Malik prit le sac avec des mains tremblantes mais déterminées. D'accord, je le ferai. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. Sa souffrance avait peut-être un sens et derrière le masque de l'influenceur heureux, un homme courageux venait de décider de se battre. La chute de l'enfer venait peut-être de commencer par l'intérieur. Ce soir-là, Malik attendit que tout soit calme dans la maison. Les gardes étaient à leur poste. Abdoulaye enfermé dans sa chambre. Il entra doucement dans la pièce d'Isaac et referma la porte derrière lui. Isaac, j'ai peut-être une occasion de sortir d'ici. Une vraie. Isaac le regarda méfiant. Quelle occasion? Ici, il n'y en a jamais. Malik s'assit et parla à voix basse. Il lui raconta tout. Le rêve. Karim, les caméras, les micros, l'enquête. À mesure qu'il parlait, le visage d'Isaac changeait. Il comprenait. Donc quelqu'un est en train de surveiller Abdoulaye. Oui, mais il faut des preuves solides. Sans ça, il ne tombera jamais. Isaac réfléchit quelques secondes puis dit avec calme, « Donne-moi des caméras et des micros. » Malik fut surpris. « Toi ?» ?»« Oui. Toi, c'est impossible que tu entres dans la chambre d'Abdoulaye. Moi, je peux. Il me fait confiance. » Malik hésita puis hocha la tête. « D'accord, mais sois prudent. » Cette nuit-là, tout se mit en place. Isaac entra dans la chambre d'Abdoulaye sous prétexte de ranger. Il cacha discrètement des micros, une petite caméra près de la coiffeuse, une autre près du lit. Il respirait à peine. Son cœur battait fort, mais il continua. Malik, de son côté, s'occupa des autres pièces. Le salon, le couloir, une pièce où les jeunes hommes attendaient. Chaque geste était un risque, mais chaque caméra installée était une chance de liberté. Puis ils continuèrent à vivre normalement, à sourire, à obéir, à faire comme si de rien n'était. Les semaines passèrent. Chaque jour était une épreuve. Malik devait continuer à travailler, continuer à sourire sur les photos, continuer à envoyer de l'argent à ses parents pendant que les caméras enregistraient tout. La nuit, il priait. « Seigneur, fais que ça marche. Fais que toute cette souffrance n'ait pas été pour rien. » Isaac aussi souffrait. Certains soirs, ils se retrouvaient dans la chambre de l'un ou de l'autre et pleuraient ensemble sans dire un mot. Juste deux frères brisés qui s'accrochaient à un espoir fragile. Abdoulaye ne se doutait de rien. Il continuait ses affaires, recevait ses clients, comptait son argent. Il organisait même des soirées avec d'autres hommes riches du réseau. Tout était filmé, tout était enregistré. Un matin, Karim envoya un message codé à Malik via un client complice. Encore 2 semaines. Tenez bon. Malik transmit le message à Isaac. 2 semaines. Juste 2 semaines encore à tenir. Un matin, alors que la maison était encore calme, des voitures s'arrêtèrent devant le portail. Des hommes en uniforme descendirent, des policiers, plusieurs, déterminés. Abdoulaye sortit de sa chambre furieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un officier s'avança, montrant un document officiel. Abdoulaye Touré, vous êtes en état d'arrestation. Voici le mandat. Les menottes claquèrent. Pour la première fois, Abdoulaye ne riait plus. Il cria, il menaça, il parla d'avocat, mais rien n'y fit. Il fut emmené sous les yeux des jeunes hommes qui n'osaient pas encore croire à ce qu'ils voyaient. Malik et Isaac se regardèrent. Leurs yeux se remplirent de larmes. Pas de tristesse, mais de soulagement. Après des mois d'enfer, c'était enfin fini. Les policiers prirent tous les ordinateurs, tous les téléphones, tous les documents.
Ils parlèrent aux victimes avec respect, avec humanité. Vous n'êtes pas des criminels, dit un officier. Vous êtes des victimes. Nous allons vous aider. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Malik respira vraiment. Le procès arriva vite. Abdoulaye prit un très bon avocat. Il nia tout. Il parla de complot, de jalousie, de manipulation. Mais les preuves étaient trop fortes. Les vidéos, les enregistrements, les témoignages, tout était là. Clair, précis, accablant. On vit Abdoulaye menacer les jeunes hommes. On l'entendit parler d'argent, de clients, de prix. On le vit confisquer des passeports. On l'entendit rire en parlant de marchandises. Certains membres de son réseau furent arrêtés. D'autres prirent la fuite, mais l'organisation était brisée. Le juge écouta les témoignages des victimes. Malik parla. Isaac parla. D'autres jeunes hommes parlèrent aussi, certains en pleurant, d'autres avec colère. J'avais 19 ans, dit l'un d'eux. On m'a promis des études. On m'a volé ma vie. Je voulais juste aider mes parents, dit un autre. Je ne savais pas que j'allais devenir ça. Le tribunal était silencieux. Même les journalistes présents avaient les larmes aux yeux. Le verdict tomba comme un marteau de justice. Abdoulaye Touré, vous êtes reconnu coupable de traite d'êtres humains, de séquestration, d'extorsion, d'exploitation sexuelle et de chantage. Vous êtes condamné à 25 ans de prison ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Abdoulaye Essafandra. Ses avocats protestèrent, mais c'était fini. Le juge continua. De plus, vous êtes condamné à verser à chacune des victimes présentes la somme de 150 millions de francs CFA en dédommagement pour les préjudices subis. Dans la salle, les victimes pleurèrent. Malik serra la main d'Isaac. Ils avaient gagné. Après le procès, les choses bougèrent vite. Les autorités émiraties et africaines travaillèrent ensemble. Les jeunes hommes furent reconnus officiellement comme victimes, pas comme coupables. On leur rendit leur passeport. On leur donna des soins psychologiques. On leur proposa une aide pour reconstruire leur vie. Malik reçut l'argent du dédommagement. 150 millions. Une somme qu'il n'avait jamais imaginé posséder. Mais cet argent n'avait pas le goût de la victoire. Il avait le goût amer de tout ce qu'il avait perdu. Son innocence, sa paix, une partie de son âme. Un soir, avant de quitter Dubaï, Malik et Isaac s'assirent ensemble sur le balcon d'un hôtel où les autorités les avaient logés temporairement. On a survécu, dit Isaac doucement. Oui, répondit Malik. Mais on ne sera plus jamais les mêmes. Non. Mais on est vivant. Et on a fait tomber ce monstre. Malik hocha la tête. On a sauvé d'autres personnes aussi. Tous ceux qui auraient pu tomber dans ce piège après nous. Peut-être que notre souffrance n'était pas inutile alors. Peut-être. Ils restèrent silencieux un long moment, regardant les lumières de Dubaï. Cette ville qui avait été leur rêve, puis leur cauchemar, et maintenant leur libération. Après 4 longues années de souffrance, Malik et Isaac prirent enfin l'avion pour rentrer chez eux. À l'aéroport, leurs parents pleuraient. Le quartier entier était là. On les accueillait comme des survivants, comme des hommes courageux, comme ceux qui avaient fait tomber une organisation entière. On disait maintenant, ce sont eux. Ils ont parlé, ils ont tenu. La mère de Malik le serra dans ses bras si fort qu'il pouvait à peine respirer. Mon fils, tu es revenu. Son père pleurait aussi. Nous avons prié chaque jour. Chaque jour. Malik les regarda et dit simplement, je suis désolé. Pourquoi? Demanda sa mère. Pour l'argent que je vous ai envoyé. Vous ne saviez pas d'où il venait. Son père posa sa main sur son épaule. Nous ne savions pas, c'est vrai. Mais maintenant nous savons. Et tu es vivant. C'est tout ce qui compte. Les jours suivants, l'histoire de Malik et Isaac se répandit dans tout le pays. Les médias en parlèrent. On les invita à la télévision, à la radio. Ils parlèrent. Non pas pour la gloire, mais pour avertir. Un mois après leur retour, une grande réunion fut organisée dans le quartier. Des centaines de jeunes étaient présents, des parents aussi, des leaders communautaires, des imams, des pasteurs. Malik monta sur l'estrade. Son cœur battait fort. Isaac était à côté de lui. Je m'appelle Malik, commença-t-il. Et je veux vous raconter mon histoire. Pas pour vous faire peur, mais pour vous ouvrir les yeux. Il raconta tout. Le rêve de Dubaï, l'ami qu'il avait fait venir, le piège, la séquestration, l'exploitation,
la souffrance. La foule était silencieuse. On entendait des sanglots. Des mères serraient leurs fils. Des pères baissaient la tête. Sur Instagram, je souriais, continua Malik. Je portais des habits chers, je roulais dans de belles voitures. Mais derrière chaque photo, il y avait une nuit d'enfer. Derrière chaque sourire, il y avait des larmes. Il marqua une pause. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois, c'est du sang. Isaac prit la parole à son tour. Moi aussi, j'étais victime. Mais j'ai fait pire. J'ai fait venir mon meilleur ami dans ce piège. Et ça, je le porterai toute ma vie. Sa voix se brisa. Si vous avez un ami, un frère, un fils à Dubaï et que quelque chose vous semble bizarre, posez des questions. N'ayez pas peur de déranger. Mieux vaut déranger et sauver une vie que de se taire et pleurer un mort. Les applaudissements explosèrent. Des jeunes se levèrent. Des mères pleuraient. Des pères criaient « Merci. Merci d'avoir parlé ». Dans les mois qui suivirent, Malik utilisa une partie de son argent pour construire une vraie maison pour ses parents. Pas une maison pour montrer, mais une maison confortable où il pourrait vieillir en paix. Il investit aussi dans un petit commerce pour donner du travail à sa mère. Un salon de coiffure propre, bien équipé. Sa mère pleurait de joie en le voyant. « Mon fils, tu n'étais pas obligé. Après tout ce que vous avez traversé à cause de moi, je vous dois ça. » Isaac fit la même chose pour sa famille. Mais il alla plus loin. Avec Malik, ils créèrent une association, les Voix de l'ombre. Le but, sensibiliser les jeunes sur les dangers de la traite humaine, aider les victimes à se reconstruire, travailler avec les autorités pour démanteler d'autres réseaux. Ils visitèrent des écoles, des universités, des marchés. Partout où il y avait des jeunes qui rêvaient de partir. Ne partez pas n'importe comment, disait-il. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Et surtout, priez. Priez beaucoup. Un an après leur retour, Malik écrivit une lettre ouverte qui fut publiée dans tous les journaux du pays. La voici. Cher jeune frère, chère jeune sœur. Je sais ce que tu ressens. Je sais que tu es fatigué de la pauvreté. Je sais que tu vois tes parents souffrir et que ça te brise le cœur. Je sais que tu vois des gens sur Instagram qui vivent bien et que tu te demandes. Pourquoi pas moi? Je sais tout ça parce que j'étais toi. Mais écoute-moi bien. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Derrière beaucoup de photos de luxe, il y a des larmes que tu ne vois pas. Derrière beaucoup de sourires, il y a des chaînes invisibles. Derrière beaucoup de richesses rapides, il y a un prix que personne ne veut payer. On m'a volé 4 ans de ma vie. On m'a volé ma dignité, ma paix, mon innocence. On a fait de moi une marchandise. Et tout ça parce que j'ai fait confiance trop vite, parce que je voulais de l'argent trop vite, parce que j'ai oublié de prier avant de partir. Si tu veux vraiment réussir, construis lentement, mais construis sur du solide. Étudie, apprends un métier, lance un petit commerce, sois patient. Oui, c'est long. Oui, c'est difficile. Mais au moins, tu dormiras en paix. Ne vends jamais ton corps pour de l'argent. Peu importe combien on t'offre, peu importe comment on te présente la chose. Ton corps est un temple. Et ce temple ne doit jamais devenir un commerce. Prie avant chaque décision importante. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Si tu l'écoutes vraiment, il te protégera. Et si tu es déjà dans ce piège, ne perds pas espoir. Cherche de l'aide. Parle à quelqu'un. Contacte les autorités, contacte des associations. Tu n'es pas seul. Moi, j'ai survécu. Isaac a survécu. Et aujourd'hui, nous vivons libres. Pas riches, mais libres. Et crois-moi, la liberté vaut plus que tout l'or du monde. Avec amour et avertissement. Malik. 5 ans après leur retour, Malik et Isaac étaient devenus des figures respectées dans leur communauté. Malik avait ouvert un centre de formation professionnelle pour les jeunes. Il enseignait la menuiserie, la plomberie, la mécanique. Des métiers simples mais honnêtes. Isaac, lui, était devenu conseiller dans une ONG internationale qui luttait contre la traite humaine. Il voyageait dans plusieurs pays pour former les agents de sécurité à reconnaître les victimes. Leur famille vivait bien. Pas dans le luxe excessif, mais dans la dignité. Un soir, les deux amis se retrouvèrent au même endroit où tout avait commencé, devant l'école où ils avaient reçu les résultats du bac. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda Isaac. Comment oublier? Répondit Malik. On croyait que le bac allait tout changer.